jungle. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Bertrand, ou l'art de faire du zèle, un grand sourire. Alors non, plus besoin de présenter le comédien et son seul en scène remarquable et désormais remarqué, intitulé « Adopte-moi si tu peux ». Non, pas besoin de présenter celui qui fut, en 2015, le cofondateur de Welcome to the Jungle, plateforme d'offres d'emploi qui rapidement cartonne avant de s'illustrer face caméra dans Bertrand recrute, puis profession comédien. Mais qui connaît les tout premiers pas écartés de cet enfant de Jakarta? L'histoire de ce nouveau-né au nouveau nom, qui, après seulement quelques mois et un changement de toit, se retrouve adopté ici, en France, avec nous, vous, heureux. Oui, qui connaît la trajectoire complexe de ce décomplexé jovial et désormais papa génial de 2 garçons qui l'ont plus qu'adopté? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Bertrand Huzel. Bonjour Bertrand. Salut Romain. Et merci. Merci à toi, merci pour l'invitation. D'avoir accepté justement d'être un nouvel enfant, d'Allons enfants. Ces 2 mots, déjà, que t'inspirent-ils? Allons enfants. Déjà d'aller de l'avant. Voilà, c'était un peu, je pense, ma trajectoire depuis ma naissance, depuis Jakarta, comme tu le disais, dans ma petite bio. Voilà, je pense qu'Allons enfants, c'est déjà, voilà, il y a un côté assez militant, aller de l'avant, ce que j'aime beaucoup, voilà, parce que je pense que c'est la trajectoire, le destin qui fait que on a envie de foncer tout le temps, et voilà, c'est ce que moi j'essaie d'appliquer dans ma vie tous les jours. Alors avant justement de rentrer de plein pied dans cette enfance, le thème premier d'Allons enfants, on va commencer par une petite surprise. Salut Bertrand, c'est Fred. Je voulais te poser une question. Tu sais que comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que toi tu penses que tu es en bonne santé? Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire, est-ce que tu es heureux, quoi? Je pense que c'est le plus important dans la vie. Bisous. Et oui, mon Fred, merci. Ça me fait très plaisir déjà. Ça me fait très plaisir d'entendre sa douce voix. Oui, je suis un homme heureux. On se serait vu qu'il y a peut-être quelques années auparavant, je n'aurais peut-être pas répondu la même chose, Romain. Voilà, c'est pas forcément facile justement de se trouver, on disait aller de l'avant. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas pourtant si facile que ça. Dans une quête d'identité d'un enfant adopté. Et donc, trouver la sérénité, t'apaiser, accepter les choses de la vie. Oui, c'est pas si évident que ça. Donc, j'ai pas toujours été si heureux que ça. Mais c'est le cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est cool qu'on puisse se voir à un moment de vie où tout va très bien. Voilà, Fred Testo, évidemment. On aime bien évoquer les rencontres qui comptent dans une vie, ouais. Celles qui justement font qu'on emprunte un chemin à un moment et que voilà, tout ça nous emmène peut-être là où on doit finalement être. On va commencer par le commencement, Bertrand, le 12 février 1982, ouais. À Jakarta, en Indonésie. Mais tu vas finalement arriver 4 mois plus tard en France, accompagné de ton papa adoptif, ouais. Luc, qui était venu te chercher à la Pouponnière, exactement. Le nom de l'orphelinat à Jakarta. Et ce fameux jour de ton arrivée, eh bien, quelqu'un s'en souvient très bien. Mon mari était très grand. J'ai vu une petite tête, il y avait un bébé dans les bras, et j'ai vu une petite tête qui tournait sa tête partout, qui cherchait partout. Il est en train de me chercher. Et je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, ça y est, c'est lui. Je repleure encore parce que c'est un moment tellement émouvant. Mais je vois encore l'image, j'ai tout dans les yeux, quoi. Je le vois prendre le bébé. Et il était là tout content, on était là tous les 3 serrés l'un contre l'autre. C'était formidable. Lui, il peut pas s'en souvenir de ça. On l'a déjà raconté plusieurs fois. Et ça a été un grand moment. Hein. Bon, c'est difficile d'avoir une larme à 10h du matin, là. Elle me cueille, ma maman, là. Waouh. Évidemment, je me rappelle plus, évidemment, de tout ça. C'est ce qui forge un homme, je pense, quand même. C'est le premier moment de vie. Je pense qu'on se souvient, évidemment, de choses quand même. Moi, je crois énormément à ce qui se passe aussi dans les premières secondes, dans les premières années de ta vie, notamment dans les premiers mois. Pour revenir juste un petit peu en avant, parce que faut que je me remette un peu les idées en place après avoir entendu ma maman me dire ça, ce qui est un très, très beau témoignage. Et contrairement à ce qu'elle dit, justement, on n'en a pas parlé tant que ça, justement. C'est marrant. Je pense que l'amour fait que on a tellement l'impression qu'on dit les choses, mais parfois on le dit moins, mais c'est que dans le regard. En revanche, c'est vrai qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer, et ça, je le sais depuis le début. Moi, j'ai pas jamais, pour revenir un petit peu à ce que je disais que j'ai pas toujours été heureux dans ma vie. Et justement, pour rebondir un peu dans les premiers mois, les premières semaines de ma vie, je pense que j'ai mis du temps à comprendre que lorsque ma maman biologique a mis 1 mois pour décider savoir si elle allait me garder ou m'abandonner.
Et lorsque j'ai appris ça, cette information il y a quelques années de ça m'a fait péter les plombs. Je me dis, mais comment, en tant que père aujourd'hui, on peut mettre un mois pour décider ce que je garde, voilà. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle de manière assez ironique, évidemment. On me demande est-ce qu'elle a joué ça à pile ou face à Shifumi, ou, voilà. C'est vraiment des questions existentielles, mais vraiment, c'est des questions évidemment qu'un enfant se pose. Et comprendre aussi que parfois, le manque d'émotion, le manque d'empathie qu'un enfant adopté peut avoir, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où ta mère t'abandonne, ta mère biologique, et qu'elle ne revient pas, toi tu pleures, tu hurles dans l'orphelinat, dans un lieu, un environnement que tu connais pas, qui est un peu sordide, parce que dans les années 80, un orphelinat à Jakarta, c'est quand même pas, c'est pas le Hilton, donc ça c'est, tu vois, c'est un peu compliqué. Et donc tu pleures, et puis à un moment tu comprends que ça ne sert à rien de pleurer parce qu'elle ne reviendra pas. Tu pleures parce que t'as faim, parce que on te donne pas à manger suffisamment, parce que voilà, moi je suis arrivé, j'étais sous-alimenté en France, et pareil, on te donnera pas à manger. Donc en fait, tu comprends très très vite que pleurer, tes émotions, tout ça, ça ne sert à rien. Personne ne viendra te donner quoi que ce soit. Et donc, tu te recroquevilles sur toi-même. Et pendant des années, tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Tu te recroquevilles, tu ne parles à personne. Dès que tu as des problèmes, tu n'en parles pas, etc., même en tant qu'adulte. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que ces premiers jours, ces premières semaines de ma vie ont fait l'homme que, malheureusement, dans les moments un peu compliqués de ta vie, et ben, c'est ce qui fait que, voilà. Et ça, je l'ai compris très tard. Donc, pour ça que je le dis, tu vois, comme un témoignage, parce que, tu vois, si ça peut aider des gens de dire, bah, pourquoi, voilà, parce qu'en effet, parfois, c'est les premiers jours qui font ça. C'est pas forcément un accident récent ou une perte récente qui fait ça. C'est une somme de choses qui fait, voilà. Et moi, en tout cas, ça a commencé dès le début. Et je pense qu'il y a cette dichotomie, justement, entre le fait de rien avoir et justement, tout d'un coup, recevoir une tonne d'amour de ma maman qu'on vient d'entendre et on sent encore son émotion. Je crois que c'est très compliqué pour un enfant de comprendre ce qui se passe. Ça marche. La vie est beaucoup plus nuancée que blanc-noir. Et que là, pour le coup, je crois un enfant ne peut pas comprendre tout ce qui se passe d'un coup. Et je crois qu'il y a des traumatismes, en fait, qui se créent. Alors, heureusement, j'ai été baigné dans un amour immense de ma maman. C'était un peu plus compliqué avec mon papa adoptif, mais en tout cas, avec ma mère, ça a été exceptionnel. Je pense qu'elle a très vite, pour elle, c'est exceptionnel. Tu vois, je disais tout à l'heure, j'ai eu des informations, tu vois, sur mon adoption, parce elle a retrouvé une mallette de mon adoption dans le dossier. On en reparlera. Et pour vraiment traduire toute cette émotion et tout, pour dire à quel point elle se considérait comme ma mère tout de suite, comme si vraiment j'étais son sang, c'est que ma maman, pour elle, quand je suis arrivé, il n'y avait plus de mallette. Ça n'existait plus. Il n'y avait plus de dossier d'adoption. Il n'y avait plus d'enfant adopté. J'étais son fils. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai toujours ressenti dans son regard. Il n'y a jamais eu d'enfant adopté dans ses yeux. Voilà. Donc c'est ça qui était. Et c'est pour ça que voilà, ça me fait toujours immensément. Au-delà de l'entendre, ça me remue énormément parce que je me dis que l'amour n'a pas de frontières et que c'est exceptionnel. On va évidemment revenir sur ces différentes thématiques, mais pour le moment, on va parler de ton identité exacte. Ouais. À l'état civil, tu t'appelles donc Bertrand Elianto Uzel. Ouais. Alors pourquoi le choix de ces prénoms? On écoute encore une fois ta maman. Bertrand, on trouvait que ça sonnait bien, que ça serait un costaud. Voilà, ça sonnait bien prénom pour. On lui a laissé son prénom d'origine, qui s'appelait Elianto. Donc, on lui a mis un deuxième prénom, Elianto. On avait hésité d'ailleurs à lui laisser, après tout, c'est ce prénom qui lui avait été donné. Et puis, on s'est posé des questions. En France, c'est peut-être plus évident au cours de son parcours d'avoir un prénom. On était peut-être un peu bête de raisonner comme ça, un prénom français. Je sais pas. Alors lui, à une époque, moi, c'est comme tout adolescent, j'aime pas mon prénom. Non, Bertrand, ça lui va très bien. J'aimais bien prononcer son Bertrand, et puis voilà. Quand vous le verrez, vous me direz si ça lui va bien ou pas. On peut pas être toujours d'accord avec sa maman, hein. Je trouve toujours que ce prénom est dégueulasse. mais oui, non, mais pareil, c'est des vannes que je sors dans mon spectacle sur le côté le prénom. On remet toujours en question tout, sa vie, on compare. Est-ce que j'aurais été mieux à Jakarta? Est-ce que si je m'appelais Elianto, ça aurait été mieux dans ma vie? On n'en sait foutre rien, mais c'est en tout cas, c'est toujours perturbant quand tu vois ta gueule et que tu as un prénom d'origine germanique. Tu te dis quand même, il y a quand même pareil. En termes d'identité, c'est toujours compliqué de se construire en sachant déjà qu'on t'a changé de prénom. En fait, en réalité, c'est pas tant le prénom. J'aurais pu m'appeler Nicolas, Sébastien, je m'en branle. C'est juste que c'est toujours compliqué de se dire, putain, on m'a changé de prénom. On peut prendre le problème dans tous les sens. On t'a changé de prénom. Donc, en fait, on revient toujours à un sujet d'identité. Et en fait, on dit, mais non, t'as pas été adopté. Bah, si, dans la tête, on dit, mais non, c'est comme si t'étais notre enfant. Mais oui, mais si j'étais vraiment votre enfant, j'aurais eu un prénom et ça aurait, voilà. Donc, du coup, question un peu bête. Aujourd'hui, il est où Bertrand? Il est où Elianto? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Je pense que ça, c'est un truc c'est ma vie. Ça, c'est un truc, on parlait d'acceptation. Je pense que ça, faut l'accepter. C'est que j'ai une double identité.
Pas que je sois bipolaire dans le sens, tu vois, mais c'est vraiment... Pas schizo, mais... Pas schizo, voilà, mais c'est... je pense qu'il faut l'accepter. J'ai une part de moi, je suis pas né en France, je suis né à Jakarta avec un prénom qui s'appelait... On m'a donné ce prénom-là. Et c'est aussi la richesse de mon identité. J'ai réussi aujourd'hui à essayer d'en faire une force et me dire, voilà, j'ai une identité qui est très belle aussi. Je suis né en Indonésie, à Jakarta. J'ai des racines qui sont différentes que je ne connais pas, ou du moins très peu parce que je suis retourné qu'une fois. Et puis j'ai eu un destin, on m'a donné ce prénom, Bertrand, qui m'a forgé, qui m'a construit autrement. Et je pense que c'est vrai pour la réflexion que me faisait ma maman, elle disait, voilà, c'était peut-être mieux pour l'intégration dans les années 80. Il faut se projeter un petit peu en arrière. Dans les années 80, moi, chez mes parents, sont On va en parler aussi. Voilà, je me suis retrouvé dans des écoles privées, catholiques. J'étais un peu le petit pygmée, tu vois, au milieu d'une cour de blanc. Elianto, c'est sympa aujourd'hui, c'est exotique, il y a une mixité qui est beaucoup plus assumée, etc. Heureusement, les choses ont avancé. J'ai un petit doute, il y a 30-40 ans en arrière, sur l'intégration. J'en sais rien. On peut tourner autour du pot pendant 150 ans, j'en sais que dalle, mais je sais qu'en tout cas, leur réflexion n'était pas non plus débile. Voilà, donc j'ai un prénom dégueulasse, mais la réflexion était bonne. Allez, on va se replonger un petit peu dans le décor, d'accord ? Tu es donc né le 12 février 1982, soit 8 jours après la comédienne Laurence Arnay, mais 5 jours avant la mort de Thelonious Monk, le génial pianiste et compositeur américain de jazz. 1982 donc, comme la fête de la musique, la Citroën BX ou encore Amandine, le premier bébé éprouvette. Cette année-là, côté sport, les Bleus de Michel Platini, sont éliminés au pénalty par la RFA de l'infâme Harald Schumacher à Séville en demi-finale de la Coupe du Monde de football. En France, Michel Drucker présente la première de Champs-Élysées à la télévision avec comme invité Michel Sardou. Cette année-là, enfin, si E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg explose tous les compteurs au box-office, Michael Jackson, lui, sort Thriller, album qui devient rapidement le plus vendu au monde. Est-ce que tu as envie de retenir un élément de ton année de naissance ? C'est chargé, hein. Et c'était un très beau millésime de 20. Michael Jackson, tu viens de finir sur Michael Jackson. Je pense que, tu vois, on parlait d'identité. Je pense que moi, c'est marrant, évidemment, on a tous, on est à peu près de la même génération. On a vécu et grandi avec ce mec, qui est un véritable génie. Et je me suis toujours dit, c'est marrant, il y a un sujet d'identité chez ce gars-là. Hyper forte, hyper puissante, on sent qu'il y a vraiment des trajectoires, on sent que, voilà. C'est pas si évident que ça. C'est pas si simple que ça. Pas que je me comparais à Michael Jackson, au contraire. Mais j'ai très vite compris que l'identité, c'était pas que moi. Grâce à des personnes comme ça. Moi, j'ai écouté Prince aussi, voilà. Et j'ai compris que l'identité, c'était pas propre à un enfant adopté. On pouvait être noir, on pouvait être asiatique, on pouvait ne pas être adopté, on pouvait pas être forcément abandonné, mais il y a quelque chose qui se passe et c'est pas si évident que ça de se trouver, de se comprendre. Et on peut être un génie, être doué de tous, et voilà, mais j'ai très vite compris au travers de Michael Jackson qu'il n'y avait pas que moi. Que c'était pas juste le petit Bertrand adopté, que voilà. Parfois, j'avais un peu le truc de l'abandon. C'est un peu mon truc à moi. Et dès que ça va pas, c'est à cause de l'abandon. Et donc, t'as l'impression que tout le poids du monde est sur tes épaules. Des mecs comme ça te montrent justement que, tu vois, on peut avoir des sujets d'identité, mais que tu peux en faire autre chose. Et ça, c'est un super modèle pour moi très jeune, d'écouter des gars comme ça et de les voir se démener avec leur identité, et pas forcément évident. Donc voilà, Michael Jackson, c'était quelqu'un de très très puissant et très fort pour moi. On va maintenant parler un petit peu, si tu le veux bien, justement de tes parents adoptifs, ouais. Luc et Françoise, qui se sont rencontrés en terminale sur les bancs de l'école à Douai, ville où ils se sont mariés en 1972 avant de rejoindre finalement la région parisienne. Ton papa, Luc Uzel, né en 1949 à Roubaix, deuxième d'une fratrie de 5, homme brillant qui a fait HEC avant d'occuper un poste à haute responsabilité chez Andersen Consulting. Grand par la taille mais aussi par l'intelligence, c'est un papa assez rigide et plutôt très exigeant. Malheureusement décédé en 2013, quel genre de papa était-il et quel rôle a-t-il joué selon toi dans ta vie ? Mon papa, c'était donc, comme tu l'as très très bien décrit, merci, on était radicalement différents. Alors, c'est très compliqué parce que, pareil, c'est un peu comme ce qu'on disait juste auparavant, t'as pas besoin d'être adopté pour être très radicalement différent de ton père. Moi, j'ai plein de potes qui sont pas été adoptés, ils s'entendent pas avec leur père, ils sont radicalement différents de leur père. Sauf que voilà, il y a un petit truc en plus de l'enfant adopté, c'est qu'il se dit toujours, mais putain, est-ce que tu culpabilises, en fait, de dire, est-ce que je suis pas l'enfant qu'il n'aurait pas
pu avoir, tu vois. Et tu dis toujours merde, tu vois, le Bertrand, il t'a donné son prénom Bertrand. Il dit mais est-ce que finalement le Bertrand, mon père, il le rêvait pas avec plutôt en auditeur, avec une petite mallette, des mocassins cinglants, et puis tu vois, plutôt qu'un gars un peu un métis tatoué qui veut être artiste, tu vois. Et c'est toujours en fait ce que ça renvoie. L'adoption, quand ton père est très différent de toi, c'est la culpabilité. Tu te sens coupable en fait déjà de base d'avoir coupé tes racines, de pas forcément être à ta place. Moi, ma famille était, et c'est, je veux dire, là, tu parles leur en vouloir, et c'est super. Moi, c'était assez bourgeois, et j'ai vécu dans un environnement plutôt privilégié, et ça, je vais pas m'en plaindre, au contraire. Mais c'est vrai que il y a une vraie, pareil, on reprend le terme de dichotomie, c'est-à-dire que tu dis toujours, mais putain, l'orphelinat, famille bourgeoise, père 1m87, je fais 1m20, et il est brillantissime, il fait HEC, et puis moi, je suis un cancre. Tu vois, il y a rien qui va. Il n'y a pas un truc dont tu dis il y a une case qui correspond à l'autre. Et on s'entendait pas très bien. Voilà, donc c'était dans ce sens où on se comprenait pas, plus qu'on s'entendait pas très bien d'ailleurs. Donc voilà, mais encore une fois, ça c'est pas le fait de l'adoption. Parce que voilà, on a tendance à dire adoption, c'est parce que on se comprend pas, non parce qu'on a été adopté, non, c'est parce que ça c'est un truc de père-fils et il y a comme des millions et des millions d'enfants, des garçons qui s'entendent pas forcément avec leur père. Sauf que voilà, la petite aspérité en plus, c'est que il y a une énorme culpabilité de se dire peut-être que je suis pas à la hauteur de l'enfant qu'il aurait voulu avoir. Voilà. Et ça a été toujours toute ma vie un truc qui a été compliqué à gérer, d'autant plus que lui ne m'a pas mis à l'aise sur ce sujet-là, et que le manque de communication qui a fait que on avait un mur entre nous et que on s'est jamais dit les choses, et il est décédé en plus dans mes bras et on s'est jamais dit les choses, tu vois. Donc tu te dis putain, la boucle est bouclée, il est venu me chercher, il est mort dans mes bras et on s'est jamais parlé. Donc voilà, c'est le plus grand regret peut-être de mon adoption. Toi, si on parle pas de ma vie mais de mon adoption avec mon père, c'est que voilà, c'est de pas avoir dit les choses, parce que là, on dit que la vie est courte, mais je pense qu'elle est assez, comme assez longue pour se dire et communiquer avec ceux qu'on aime. Ta maman, qu'on a écoutée et entendue, Françoise Uzel, née Monin, à Arras, dans le Nord également, en 1948, très proche de sa maman Gisèle. Elle grandit malheureusement sans son papa, décédé juste avant sa naissance. Chahutée donc par la vie, c'est une personne courageuse, puisqu'elle sortira également vainqueur d'une grave maladie quand elle n'avait qu'une vingtaine d'années, maladie qui l'empêchera justement de pouvoir devenir maman, d'où cette démarche d'adoption. Un peu les mêmes questions. Quel style de maman est-elle et que t'a-t-elle transmis ? Ma maman, je pense qu'elle a pris très vite conscience, très jeune, étant malade, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Mais je pense qu'elle a toujours rêvé de se dire, je pourrais peut-être quand même en avoir et adopter. Donc je pense que dans sa tête, tout de suite, elle avait assimilé, intégré le fait peut-être d'avoir un jour un enfant qui ne serait biologiquement pas d'elle. Et donc je pense que c'est quelque chose déjà qui est assez différent. Je pense que déjà les mamans, les femmes ont déjà un truc en plus, c'est qu'elles savent très vite si elles vont être mères, pas mères. Voilà. Donc il y a un truc. Voilà, maman, je pense qu'elle a toujours été maman dans sa tête depuis qu'elle est même en sachant qu'elle ne le serait pas. C'est ça qui est fou. Et je pense que le jour où je suis arrivé, ce que je te disais, c'est que elle y a eu limite un débordement d'amour. C'était vraiment, tu vois, pendant longtemps, je me suis demandé est-ce que j'étais un enfant voulu. Je pense que concernant ma mère, j'ai la réponse. Voilà, c'est plus que jamais. Voilà, et ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, peut-être plus que certains enfants. Donc là-dessus, moi, je n'ai en rien. Enfin voilà, j'ai vécu un amour incroyable, immense de ma maman qu'elle me donne toujours aujourd'hui. Elle est d'une générosité infinie. Je pense que ma maman, c'était une autre génération aussi. Mon papa était c'était un peu à l'ancienne. Donc tu vois, ma maman était toujours un petit peu au service de mon papa. Elle était toujours voilà, c'était mon papa, c'était l'homme à la maison. Puis voilà. Et justement, le fait qu'elle n'ait, je t'ai coupé, pardon, dis-moi. Mais qu'elle ait grandi sans papa. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a aussi joué dans sa manière justement d'appréhender aussi je pense que mon père était extraordinaire pour elle, parce que mon père était très, même s'il était austère, même s'il parlait pas beaucoup, voilà, je pense qu'il dégageait quelque chose de très sûr, de protecteur, et que je pense que ma maman, même si sa maman aussi a eu un rôle magnifique, elle a été très protectrice avec ma mère, je pense qu'elle recherchait une figure évidemment d'homme qui vraiment gère, qui est très sécure, voilà. Et mon père, vraiment, et je comprends 1000 fois pourquoi elle est allée vers mon père, c'est que depuis le jour J où ils se sont rencontrés, je pense qu'il dégageait déjà ça. Mon père, quand ma maman, il s'est mis avec elle, il savait qu'elle pouvait pas avoir d'enfant avec ma maman. Donc ça, c'est quand même aussi très très fort. Et je pense que c'est un truc qu'elle recherchait aussi, c'est qu'elle dit c'est un homme qui ne me lâchera pas, lui. Voilà, c'est vrai qu'on parlait d'abandon. Ma mère, elle n'a pas connu son père, mais c'est quand même un abandon quand même. Voilà, donc toi, il y a 1000 formes d'abandon. On peut se faire larguer demain, c'est un abandon. Voilà, donc l'abandon ne m'appartient pas. Voilà, maman, je pense qu'elle a connu un abandon qu'elle n'a pas pu maîtriser.
Et donc, voilà, elle a grandi sans père. Donc, elle a un rapport à l'homme qu'elle a découvert finalement au présent. Et avec mon papa, avec moi. Et elle s'est construite finalement avec nous deux, dans son rapport à l'homme. Oui, parce qu'elle avait une sœur et pas de frère en plus. Exactement, avec une sœur. Voilà. Donc, dans un environnement assez féminin. Et elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec 2 hommes. Et donc, je pense que ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile, elle a dû surtout improviser. Et puis, je pense que le fait, évidemment, voilà, on parlait tout à l'heure aussi que le fait les premières années de ta vie comptent énormément. Elle a vécu tout de suite sans papa. Je pense qu'elle a dû construire une carapace, une identité, une figure masculine dans son imaginaire. Et puis, qu'elle a peut-être, évidemment, dégagé sur moi plus tard, et voilà, sans m'en rendre compte. Mais moi, j'ai une part très, pas féminine, mais en tout cas très forte de ma maman en moi. Voilà. Et de ta grand-mère aussi, je crois. Et de ma grand-mère, exactement. On va revenir sur ton parcours. Donc, fils unique, tu grandis à Buc, dans les Yvelines, en région parisienne, jusqu'à tes 3 ans, avant de rejoindre Rueil-Malmaison, autre banlieue plutôt tranquille et confort de l'ouest parisien. Tu vas y passer toute ton enfance. Ouais. Cet environnement-là. À la fois très heureux et à la fois compliqué. Je te disais, voilà, c'est école catholique. Que des blancs. J'ai jamais souffert. Je dis dans mon spectacle là-dessus, je suis très honnête. Je pense qu'un roux ou un gros a plus souffert que moi. Tu vois. Donc, vraiment, j'ai pas souffert de ce qu'on appelle vraiment du racisme. En tout cas, racial, j'entends. J'étais un peu plus regardé. Je suscitais la curiosité. Je pense qu'en effet, à la sortie de l'école, quand t'arrives, t'as tous les parents qui attendent et que toi, t'as l'asiatique qui descend et t'as ta mère blanche, blonde, voilà. Je pense que ça interpelle, mais les gens je sentais pas une curiosité mal placée, je sentais pas du racisme, voilà. Je sentais plus de une espèce de regard. C'est plus, en fait, je pense, le décalage d'identité, encore une fois, où moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Évidemment, t'as le regard des autres, mais c'est plus toi. Et à quel âge? Tout de suite. Je sais pas, 6-7 ans, quand tu vois, t'es en primaire, tu comprends très vite, mais qu'est-ce que je branle dans cette école? Voilà, je pense que vraiment... Et ça, t'es quand même d'accord que c'est a priori des questions, en tout cas, je ne parle que de mon humble cas, c'est pas des questions que je me suis posées dans ma vie, quoi. Non. Je pense pas. Parce que j'avais très vite conscience que moi, je venais pas de là. Moi, j'avais quand même un album photo chez moi. Ça a été très transparent sur mon orphelinat, etc. Donc, je voyais des photos. J'ai très vite compris que mon orphelinat, c'était un peu crado, que c'était pas la folie. Donc toi, tout petit, tu le comprends. Hein. Parce que tu y es allé, enfin tes parents... J'y suis retourné une dizaine d'années. Quand t'avais, voilà. Ouais. Et à une dizaine d'années, là, j'avais 10 ans. Non, c'était terrible. Terrible, on allait en Australie, mes parents me disaient, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit détour par Jakarta pour voir ton orphelinat? J'arrive, l'orphelinat est fermé, la personne qui m'avait accueilli était décédée. Enfin voilà, vraiment le truc... un peu dur à et puis tu constates quand même la misère de... Et surtout, exactement ce que j'allais te dire, c'est que surtout tu bugs, parce que là tu te dis, mais pour aller à l'orphelinat, tu passes par des quartiers, des lieux vraiment très pauvres, c'est la vraie misère. Et là tu te dis, voilà, tu viens de là mon vieux, tu viens de là, et là tout... Et là, tu culpabilises à nouveau? Ouais, là tu dis, en plus moi, c'est fou parce que, petite anecdote, on s'était fait surclasser en venant à Jakarta et on était venu en première. J'ai jamais appris la première de ma vie, tu vois. J'ai une fois dans ma vie, c'était Paris-Jakarta. Donc voilà, en termes de... Alors c'est super, mais en termes de fossé, donc t'es en première, t'es logé à l'hôtel avec tes parents, on est dans un bel hôtel, et là tu te retrouves là, et tu penses à ton école, tes copains, toi t'as ton petit pantalon en velours et ta petite chemise Ralph Lauren, y a rien qui va, pareil. Et là tu te dis, mais putain, et là limite t'en veux un peu tes parents. Tu dis, vous m'avez pas prévenu, vous m'avez pas préparé à ça, pourquoi vous m'avez... Et tout ça, tu le dis pas, hein. Tu t'en veux, mais évidemment, tu le dis pas. Oui, tu l'intériorises. Tu l'intériorises énormément. Mais tu dis, mais putain, pourquoi vous m'avez habillé comme ça? Pourquoi machin? Enfin, vous pouvez au moins m'adapter. Enfin, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit, mais et donc, c'est pour ça, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là en Indonésie? Et quand je suis rentré en France, mais qu'est-ce que je fous ici? Donc en fait, t'es tiraillé. Voilà. Le syndrome un peu de la. Je suis jamais vraiment là où je suis. Exactement. Et ça revient à ta question tout à l'heure, c'est qui Bertrand, c'est qui Lianto. Et en fait, c'est pour ça que le côté heureux, t'es jamais heureux nulle part. C'était un truc, un constat très 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 jeune. À 11 ans, je me suis dit, putain, je serai jamais heureux quelque part, moi. J'aurai toujours un truc qui va me tirailler quelque part et qui me tirera dans un autre sens. Et ça a été assez compliqué à accepter très jeune. Alors, qui dit enfance dit école. Tu vas faire ton collège-lycée à Passy-Buzenval, avant d'obtenir ton bac au lycée Pascal, à Paris.
On va dire que la scolarité, c'était pas forcément non plus les meilleurs souvenirs, du coup. Alors, moi, les bons souvenirs, c'est parce qu'avec les copains, Les potes. j'avais la Passy Bizarre, il y a 30 hectares de bois et des terrains de rugby, vous faisiez du foot toute la journée, donc moi, j'allais pas trop en cours, ça m'intéressait moyen. Donc, voilà, si, des bons souvenirs de potes, mais pas des bons souvenirs scolaires, non. Mais je pense que, tu vois, pour mon père qui a fait, pour le coup, qui était à chaussée, assez brillant et qui faisait tout de même toutes les langues mortes, et en plus encore s'il pouvait, c'est vraiment incompréhensible pour lui. Donc ça a été encore un fossé et un gap entre nous et des réflexions. C'était une réflexion un jour qu'il m'avait faite, qui m'a dit, et ce qui m'avait énormément choqué. Ça, c'était un des points de rupture énormes qu'il y a eu entre nous. C'était de dire, voilà, d'où tu viens, je comprends pas que tu fasses ça. Et ça, ça a été un vrai point de rupture entre nous. Et c'est le jour où il m'a dit ça, je me suis dit, bah voilà, c'est acté, on se comprendra donc jamais. Et donc ça, c'est un truc, l'adoption, je le dis, si on se rend pas compte parfois des phrases, je pense que c'était pas fait du tout pour me faire mal, ou en tout cas, c'était pour me piquer. Mais en fait, parfois, on se rend pas compte, mais on dit toujours, c'est un truc que ma mère n'a jamais fait. Elle m'a jamais ramené à ma condition d'enfant adopté, au contraire. Justement, dès le début, pour elle, je le voyais dans ses yeux. Mon père, voilà, je pense que le vrai sujet entre nous deux, c'est que dans ses yeux, je voyais que j'étais pas son enfant naturel. Donc tes parents ne l'ont pas vécu de la même manière. Donc mes parents n'ont pas vécu de la même manière. Pour autant, mon père m'a aimé. Franchement, je pense qu'il vraiment, mais il m'a aimé, comme son propre fils. Vraiment. Mais encore une fois, on ne se rend pas compte de la forme, de la maladresse. Pour ça, ce témoignage est peut-être important pour les gens qui adopteraient ou qui voudraient adopter. Le fond, et c'est pareil pour en amitié, en amour, dans tout, est aussi fort que la forme. Et il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Au contraire, c'est pour ça que, encore une fois, aujourd'hui, je suis apaisé par rapport à mon papa, mais on ne se rend pas compte parfois de la puissance des mots. Et que l'histoire et que le passé d'un homme ou d'une femme est hyper forte. Voilà. Elle est là et il faut en tenir compte. Et on peut pas se dire, bon, bah, c'est effacé, maintenant, il est adopté, il est chez nous et c'est fini. Il y a un côté un peu comme ça, tu entends dans les parents adoptés, on parlait de déni. Parfois, il y a le truc, bon, bah, ça va, maintenant, c'est notre enfant, il n'y a pas de problème, on peut dire ce qu'on peut. Bah, non. En vrai, bah, non. Évidemment. Dans ce cadre plutôt bourgeois, tes parents t'inscrivent également au golf. C'est là que tu vas rencontrer pas mal de monde important. Ta femme, évidemment Marie, mais aussi Alexis, encore ton ami aujourd'hui. Il y a pratiquement que des blancs quand on est petit. Il y a notre pote Jamel et il y a Bertrand, qui est le plus atypique, qui sort complètement du lot à cette époque pour ce groupe d'enfants. Ça choque personne, il n'y a pas du tout de malaise, heureusement, il n'y a pas de moquerie. En tout cas, pas moi que j'ai pu ressentir, peut-être que lui te dira l'inverse. Mais on n'était plus enfants, on était pré-ado, ado. Je me souviens d'une identification à Tiger Woods. Quand Tiger arrive dans le monde du golf, parce que nous on s'est connus dans un club de golf. Mais l'arrivée de Tiger Woods dans le golf, ça, c'était un truc qui l'a rassuré, qui lui a fait plaisir, auquel il pouvait enfin s'identifier. C'est vrai, il a raison. Ça me fait plaisir d'entendre mon Alexis. On s'est connus très jeunes au golf, ouais. Toi, c'est exactement ce que je te disais à l'école. Pas de racisme, c'est vrai. Tu vois, pas de moquerie. J'ai jamais senti ça. Je pense que le problème, ça vient juste de toi. L'identité, elle est entre toi et toi-même. Hein. Alors là, c'était même plus des blonds. Quoi. C'était au-delà du blond. Quoi. C'est vraiment, toi, imagine le golf. Tu vois, si tu joues, quand t'es gamin, que t'as 8 piges, t'as que des blancs. Et c'est pas du tout leur faire offense de dire ça. C'est comme ça. Mais c'est que là, putain, c'est vraiment un décalage monstrueux. Et en plus que des mecs qui sont brillantissimes. On est en études. Donc vraiment, le golf, ça a représenté ça pour moi. C'est des mecs qui sont bons en primaire, bons au collège, qui font prépa, qui font des grandes écoles et qui jouent au golf et qui jouent bien. Moi, le golf, je m'en branlais. Ça me saoulait, je trouvais ça chiant comme sport. Pareil avec Alexis et Jamel, comme il dit, on allait dans le stade de foot à côté jouer au foot. Et manger des mousses au chocolat. Et bouffer des mousses au chocolat. Mais oui, c'est vrai que encore un décalage. Voilà. Mais ça, encore une fois, la vie, ça, c'est pas grave et c'est ce qui te construit aussi. Enfin, c'est pas que négatif. Mais c'est vrai que le sujet identitaire, à chaque fois, est remis en question et c'est toi et toi-même. Ça, c'est un combat avec ta propre identité. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est là pour le coup l'adoption c'est quelque chose d'assez décorrélé. Je pense qu'il faut pas non plus, voilà, c'est Tiger Woods qui a pas été adopté. Je pense qu'il le raconte aussi très bien. C'est quand il allait dans des clubs de golf, il morflait et là lui il vivait du racisme. Lewis Hamilton, il le disait dans la Formule 1, dans son environnement, il vivait du racisme. Moi, j'en vivais pas. Voilà, donc je pense que l'adoption, pour le coup, a un truc en plus, c'est qu'il y a un truc d'empathie. Il y a un truc de on peut pas se moquer d'un enfant adopté, on peut pas ne pas l'intégrer. Il y a un truc de bienveillance. C'est marrant, hein, mais l'adoption, il y a un truc de en fait, il est français.
C'est fou, hein. Et là, c'est pour ça, moi, le nombre de fois où j'ai pu entendre, et ça, c'est vrai que c'était choquant. Mais on le ressent pas comme de la pitié non plus. Non, on le ressent pas comme la pitié, mais tu te dis, en fait, je suis le fils d'eux. Comme j'étais le fils d'un partenaire Andersen Consulting, machin, etc. C'est Bertrand. Et donc, de fait, t'es pas vu comme un petit Indonésien qui vient de l'orphelinat de Jakarta. T'es vu comme le fils de Luc Uzel, partenaire, machin, etc. Nickel. Donc son fils, il est bien. Donc voilà, c'est pour ça que je pense à tout aujourd'hui, ces sujets de mixité, de tous ces gens qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des origines et d'avoir forcément une catégorie sociale qui permettent de t'intégrer. Et je vois qu'en fait, tu n'es qu'une étiquette, qu'un tampon. C'est ça, et c'est ce qui m'a un peu choqué à l'époque. C'est pas le racisme, c'est l'étiquette qu'on m'avait mise. C'est de dire non mais lui ça va, on peut l'intégrer, il en est. Tu vois. Et c'est un peu troublant. Ouais. Tu grandis donc au cœur de ces années 80, dans un univers, on va dire, très caucasien. Ouais. Toi, le petit oiseau des îles, comme disait avec affection ta grand-mère Gisèle. Finalement, c'était un petit peu comme... Comme dans le monde ne marche du même pas, Arnold. Les apparences. C'est dans ma première version de spectacle, ça. Ouais. Alors moi, j'ai adoré déjà cette série. Force est de constater d'ailleurs que les deux acteurs ont mal terminé. Donc, c'est mal terminé pour eux. Diffusé en France à partir de diffusé en France à partir de, dis-moi, 1982. C'était du 82. Ah, c'est vrai, 82. Putain, comme quoi, tu vois. Ils ont senti le truc. C'était pour moi, cette série. Non, mais par contre, ce que je dis, c'est que dans mon spectacle, c'est quand même être représenté par un nain noir. Ou un mec qui a 12 ans, mais qui en fait 40. C'est quand même très, 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 très perturbant, quand même. Donc, à chaque fois, de toute façon, l'enfant adopté, il est jamais super bien représenté, quoi. Non, blague à part. Non, c'est une série qui a été géniale et qui m'a permis... Près de 200 épisodes. Ouais. Et surtout, avec, effectivement, toujours cette petite, sans parler de moralité, mais ce petit message à la fin, justement, pour tenter plutôt de faire un peu d'ouverture, un truc un peu rassembleur. Montrer que la différence peut être aussi une force. Exactement. Sauf que moi, parfois, je me disais, est-ce que la caricature est pas poussée au point de me dire, En fait, c'est pour moi un enfant, c'est une histoire, ça doit pas être une comédie, ça se raconte pas comme ça, voilà. Donc parfois ça me faisait marrer, hein. J'adorais cette série et je trouvais très cool qu'à l'époque aussi on puisse parler de ça, que ce soit pas un sujet tabou. Et en même temps, parfois je me dis mais putain, t'as l'impression que ça y est, l'adoption c'est un sujet un peu bête de foire. Tu vois, il y a un côté c'est un peu le truc, ça fait rire tout le monde, puis ça me faisait rire, hein. Mais je me dis, putain, fais chier quand même, je suis pas, c'est marrant, j'avais pas envie d'être, je blaguais tout à l'heure, mais j'avais pas forcément envie d'être représenté comme ça. Et que toi, dans la cour de récré, qu'on m'a comme assimilé à Arnold et Willy, quoi, tu vois. Non, j'étais Bertrand, ma situation était pas comique, j'avais pas envie d'être drôle, et je faisais surtout pas, en fait, t'as surtout pas envie qu'on te remarque, en vrai. Toi, t'as pas envie d'être ni le blanc, ni l'asiatique, mais t'as envie, comme un enfant, quand tu vas dans la cour de récré, tu te poses pas ces questions d'identité. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, putain, j'espère qu'il me voit pas comme Arnold et Willy. C'était, tu vois, donc tout de suite, tu te poses des questions qu'un enfant normal, quand il arrive dans une cour de récré avec son ballon de foot, il se dit pas quoi. Donc voilà, du bien, du moins bien, mais comme tout dans la vie. Parce que dans les différents entretiens que j'ai pu faire justement avec ta maman, avec Alexis, tout le monde me dit quand même un enfant bien dans ses pompes, accepté de tout le monde, très à l'aise dans la communication, très à l'aise en société. Ouais. Tu veux pas qu'on te remarque, mais pourtant, dans ton attitude et dans ton comportement, on te remarque. Ouais, et je pense qu'il y a plein de raisons à ça. Mais pour qui tu es, ouais, pas juste pour le... Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. Moi, chez moi, l'ambiance, avec mon papa, elle était un peu austère. Et je pense que j'ai développé tout de suite un caractère un peu d'humour pour faire rire ma maman. Parce que j'étais beaucoup avec ma maman. Ma maman ne travaillait pas, elle avait dédié sa vie à moi et elle était tout le temps avec moi. Voilà. Et moi, j'entendais très bien avec ma maman, mais je sentais que, tu sais, quand t'es petit, tu sens tout. Hein. Et tu dis, bah voilà, il faut que je la fasse rire. Donc voilà. Donc je pense déjà, j'avais envie de la faire rire. Je me déguisais beaucoup, j'essayais de la faire marrer. Je pense que c'est dans mon caractère aussi. Depuis que je suis petit, je pense que j'ai toujours voulu compenser. J'ai voulu compenser ce que je te disais aussi, on en revient au sujet de départ, c'est de compenser peut-être une absence, peut-être l'enfant qu'ils n'ont pas eu. Et donc, en fait, t'essayes de... T'en fais beaucoup. Tu fais même limite un peu l'intéressant, tu fais le malin. Et donc, parfois, ce qui était dur pour moi, c'est d'ailleurs, avec mon père, ça ne prenait pas.
Pour le coup, c'était un bide, ce qu'on appelle un bide. Tu vois, donc voilà, c'est un bide tous les jours quand même. Hein, mais sur 30 ans, c'est compliqué. Ouais, ça fait long. mais voilà, je pense qu'il y a un truc un peu de clown que tu essaies pour essayer de colorier l'histoire, de maquiller un peu, travestir parfois un peu la réalité. Mais tu sens un truc un peu dark et un peu dur au fond. Mais au fond de moi, ouais. Au fond de moi, j'étais déjà pas très bien, mais je le masquais parce qu'en fait je pense que j'ai un caractère aussi et ça tant mieux, qui fait que j'arrive plutôt à mettre des petits mouchoirs sur pas mal de choses parfois et de dire bah voilà, allez, prends le truc, fais marrer tout le monde, voilà. Mais c'est le syndrome du clown triste, hein. Et voilà, donc je pense qu'il y avait une part de moi qui voulait maquiller un peu la réalité, une part de moi qui voulait faire marrer ma maman, une part de moi qui voulait exister auprès de mon père, voilà, et j'y arrivais pas, mais je continuais avec mes armes. Et puis la raison la principale, je pense, c'est de se trouver et d'exister. Et moi, j'avais trouvé que exister, c'était mon rapport à l'humain qui était j'avais plutôt une facilité dans les rapports humains. Je pense même versus mon père, où je pense que c'était une manière de me construire contre lui. C'est de dire, moi, t'as vu comment je me démerde bien, je peux me faire des copains en 2 secondes, les gens m'aiment bien, etc. Voilà, donc je pense que toutes ces raisons-là faisaient que je me disais, bah voilà, ça marche bien, donc on va y aller. Hein. Et donc j'ai développé, je pense, je suis même peut-être devenu à un moment une caricature de moi-même, c'est-à-dire qu'à un moment tu développes un truc de too much, d'être trop bien, d'être tout le temps bien, etc. D'ailleurs, quand les gens, quand j'étais un peu plus down, les gens n'ont pas compris. Ah oui, tu vois, parce que là, ça change. Parce que tu me dis, qu'est-ce qui lui arrive? C'est comme les gens qui disent jamais rien, qui se plaignent jamais, puis d'un coup ils pètent les plombs parce que c'est trop cuit. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Pierre? Et en fait, bah voilà, c'est exactement ça. C'est là, je pense que, à part mes quelques très proches amis, les gens ils disent mais il a pas le droit. Il a pas le droit de péter les plombs. Et deux, mais c'est pas du tout Bertrand, ça. Dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. J'adore le papier, il est très beau. Les gens ne le voient pas, mais il est magnifique. Merci beaucoup, Romain. Voilà. Mais écoute, je peux l'ouvrir? Tu l'ouvres et tu nous le décris, évidemment. Ah là 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 là. C'est un très très beau cadeau, une très belle attention. Michel Berger, un vinyle de Michel Berger. Alors ça c'est, on parlait de Michael Jackson tout à l'heure, un deuxième artiste qui a beaucoup marqué ma vie, qui m'a donné envie de jouer au piano. Voilà, ça c'est un truc hyper fort. J'étais dans la voiture de mes parents, j'ai entendu une chanson de Michel Berger et je me suis dit que je joue au piano. Et moi, je me suis dit, je joue au piano, mais comme lui, je veux juste faire des chansons de la variété. Enfin, tu vois, je me suis dit, mes parents, eux, ils n'ont pas vu ça comme ça. Et ils m'ont foutu au conservatoire. Alors, tu vois, entre le golf et le conservatoire, j'étais vraiment verni, moi. Et à Rueil-Malmaison. Et donc, j'ai fait du piano pendant des années au conservatoire. Voilà. Ce qui m'a amené à, indirectement, Michel Berger, je dois le remercier, c'est que ça m'a indirectement mené mon premier métier, qui était compositeur de musique. Mais donc, Michel Berger, merci beaucoup déjà pour ce cadeau. Ça me touche énormément. Et édité vinyle, ouais. La couverture est magnifique. Mais c'est, voilà. Donc oui, un artiste qui a énormément, voilà, je me suis dit, c'est quoi cet instrument? C'est quoi comment, enfin, voilà, je sais pas si ça s'explique pas, hein, la magie d'un truc, beaucoup plus avec Michael Jackson, étonnamment. Michael Jackson, il m'a pas donné envie de chanter ni de danser. Michel Berger m'a donné envie de faire du piano. Le piano, la musique, ouais. Dans quelle mesure c'est aussi une rencontre, un vecteur qui permet peut-être justement de t'apaiser, de t'affirmer? Est-ce que tu pourrais identifier en quoi ça a été peut-être un vrai support? Beaucoup d'apaisement. Moi, quand je composais la musique, tout seul avec mon piano, c'était vraiment un truc très pour moi. Voilà, c'était très important. Voilà, c'était un moment qui m'apaisait énormément. C'est un des rares moments où j'ai l'impression d'être connecté avec moi-même, où j'ai l'impression d'être moi-même. J'ai l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. Et que les autres, comme le composer, c'est pas un truc que tout le monde peut faire. Donc, évidemment, il y a plein de compositeurs, etc. Je dis pas que je suis, mais c'est pas un truc que, peut-être, on parlait de mon père, c'est un des trucs que je pouvais faire ce que je voulais. Il pouvait pas me dire, ah bah, ça c'est moche, ou ça c'est truc, ou ça, voilà. C'était mon truc à moi. Donc ça, c'était la première chose, c'est que c'était un des rares moments où j'ai l'impression d'être moi-même et que je pouvais faire ce que je voulais. En étant moi-même. La deuxième chose du piano, c'est que, je me suis découvert comme un talent. Pas immense, hein, mais un tout petit talent qui fait que je me suis dit, bah tiens, moi qui n'ai pas fait grand chose de ma vie jusqu'à présent, j'étais un cancre à l'école, j'ai pas fait. Je me suis dit, ah bah putain, je sais quand même faire quelque chose de mes 10 doigts, quand même, tu vois. Et donc c'était aussi une manière de montrer à mes parents, bah je sais quand même faire quelque chose. Donc ça, j'étais assez fier. Et puis me montrer à moi-même que je pouvais faire quelque chose. Et puis ça a été un des vecteurs hyper importants parce que c'est grâce au piano que j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie au tout début. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, c'est déjà une projection? Est-ce qu'il y a l'envie de peut-être devenir musicien, compositeur? Est-ce qu'il y a déjà un truc qui naît? Ouais, je voulais, mais j'y suis pas arrivé. Très honnêtement, j'ai fait des maquettes, j'ai essayé de faire des choses, j'ai composé des trucs, etc. Parce que t'as eu un peu de culot quand même. Ouais. Raconte-nous comment t'es
t'hésites pas à aller taper à la moi, porte. Moi, en fait, je me faisais chier. J'étais dans une école de commerce juste après le bac, et je me faisais vraiment royalement chier. Et la veille, je vois une interview de Mathieu Chédid dans un studio musique. Donc je le vois à la télé, aux informations. Je vois, il devait faire un concert et il y a une interview. Et je sais pas, je vois le studio derrière lui. J'ai putain, c'est magnifique ce truc. Et je sais pas pourquoi j'ai fait du piano très longtemps, mais j'ai jamais vu de studio de ma vie. Voilà. Et donc j'étais en cours de compta. Je me faisais chier comme un rat mort. Et là, je tape sur mon ordinateur studio de musique le plus proche de. Et là, je tombe sur studio de la Seine à Bastille. Et donc j'y vais. Donc le prochain cours, je le sais, je me barre et je vais à ce studio pour me dire tiens, je vais le voir. Voilà, comme. Et là, je rentre, mais c'est marrant parce que le studio, c'était alors, c'est pas comme ici. Déjà, c'était un peu, la porte était ouverte. Alors, c'est très grand, mais il y a plein de studios. Et en fait, je me dis, on peut rentrer un peu comme dans un mariage ici. Et tout le monde pense, en fait, que t'es un musicien de l'autre studio. Donc, en fait, personne te demande, quoi. Et au bout d'un certain temps, comme il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, t'es qui? Et donc, j'explique mon histoire. Je dis, voilà, je sais pas, j'ai du piano. Et elle me dit, tu peux pas rester là, jeune homme, mais voilà, si demain ou après-demain ou dans quelques semaines, je rencontre quelqu'un qui pourrait bien t'accueillir dans ses studios pour faire un mix, etc., je suis OK. Et je t'appellerai, donne-moi ton numéro, voilà. Et donc, on se dit qu'on n'appellera jamais. Et voilà, je pars en me disant la tête baissée, putain, mais cette femme ne m'appellera jamais. Et quelques semaines après, elle appelle chez moi. J'ai pas de téléphone portable. Voilà. Donc, elle appelle chez moi. Et elle tombe sur ta mère. Et elle tombe, non, je crois qu'elle tombe, non, elle tombe sur moi. Un coup de bol tombe sur moi. Et elle me dit, voilà, j'ai un gars qui s'appelle Sylvain, qui fait des musiques, là, notamment de pub. Et si tu veux, il va faire des mix, etc. Viens regarder il veut bien t'accueillir pour que tu regardes son travail. Et donc, évidemment, j'ai sauté de joie. J'y suis allé. Et cette séance, j'étais comme un enfant devant la table de mixage. C'est extraordinaire. J'aurais pu rester 1000 ans, quoi, franchement. Voilà. Et il me dit, demain, je reviens, si tu veux, tu reviens. Alors, évidemment, le lendemain, je reviens. Et puis, un jour, ça dure au bout de 2-3 jours comme ça. Et on s'entend super bien. Voilà. Et en plus, voilà, on avait une belle différence d'âge, mais je sais pas, ce mec, je me dis, il y a un truc, quoi. Puis il me dit, par contre, la semaine prochaine, je vais à Villetaneuse. Et je suis dans un studio. Et c'est un projet plus conséquent. C'est un plus gros projet. Par contre, si tu veux, j'ai besoin d'un mec qui doit venir très tôt le matin, qui place les instrus, etc. Voilà. J'ai dit, mais quand tu veux, etc. Un truc concret, quoi. Et donc là, j'ai commencé à y aller 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et ça a duré 2 mois, cette histoire. Donc j'ai séché les cours, etc. Tu vois. Il m'a appris vraiment tout ce qu'il pouvait m'apprendre. Et j'étais comme un dingue. Et là, je me suis dit, mais je veux faire ce métier. Alors, je savais pas si c'était ingé son, je sais pas si c'était musicien, je sais pas, voilà, c'était très vague. Il savait que je jouais pas mal au piano. Bon, voilà, il m'avait testé. Mais voilà. Et en fait, notre relation, elle a démarré comme ça. Et en fait, 1 an ou 2 après, on a monté tous les deux notre première petite société de production de musique. Donc, c'était la belle histoire. C'est que voilà, lui m'a vraiment tout appris. Et la musique a commencé un peu comme ça dans ma vie. Voilà, tu bosses donc dans la prod musicale et la pub, avant de devenir start-upper, cofondateur de Welcome to the Jungle, qui va évidemment cartonner très rapidement. Mais l'envie de devenir comédien va vite te rattraper, on va dire, avec déjà Bertrand Recrute, puis Profession comédien. T'avais fait un petit peu de théâtre plus jeune. Ouais. C'était quoi un petit peu tes références? Qu'est-ce qui aussi là te donnait envie de peut-être t'essayer dans cette veine-là? C'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai jamais rêvé de faire ce métier. J'ai toujours dit, j'adorerais un jour, tu vois, être cette personne ou, tu vois, mais jamais être acteur, forcément. Je me dis, j'adorerais travailler avec ces gens-là. Tu vois, quand je voyais les nuls, quand je voyais les inconnus, quand je voyais les splendides, je dis, en fait, un peu comme la musique est arrivée à moi, je dis, je me serais un peu branlé de porter des câbles ou de la lumière, le son. En fait, mon rêve, c'est de travailler avec ces gens-là. De me dire, mais ça va être génial de travailler avec des artistes comme ça. J'ai jamais eu la prétention de me dire de jouer avec. Tu vois, quand les inconnus, je me disais pas, tiens, je veux être Bourdon. Voilà, je me dis non, les nuls, je voulais pas être Chabat. Tu vois, je me disais pas, je veux être un tel ou un tel. Je me disais, putain, je veux travailler avec ces gens-là. Ça doit être dingue. Un peu comme la musique. Michel Berger, pareil, il me dit, putain, j'adorerais juste, je sais pas quoi faire. Lui apporter le café, je m'en fous. Et moi, c'est un peu pareil. Donc, je me suis dit, c'est un univers dans lequel je sais que je serais hyper épanoui, je serais hyper bien. Ça, je pense que ça avait ça dans ma tête. Et même au théâtre, quand j'en avais fait un peu gamin au conservatoire, je m'en foutais un peu du rôle. Ce qui m'éclatait, c'est de venir au répète, jouer des rôles, faire des trucs. Moi, je m'en foutais de... Voilà, ce qui m'éclatait, c'est d'appartenir à une troupe, voilà, à un groupe de gens, à un univers, à une passion, avec un metteur en scène qui était moi, avec Max Fournel, il s'appelait à l'époque. Franchement, je me disais, c'est un univers que j'adore, tu vois. Et on m'a demandé juste de faire du saxo sur scène, j'en ai rien à branler, je le faisais. Donc, c'est plus ça, ma réponse, en vrai, de me dire... J'étais plus omnubilé de me dire, fais partie un jour d'une bande, d'un groupe, d'un truc... Tu m'as fait ce cadeau d'avoir un témoignage de Fred Testo. Fred a fait partie des gens avec lesquels j'avais envie de travailler.
Je voyais Omar et Fred quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, ouais, j'étais quand même pas si gamin que ça, mais je me disais, mais j'ai envie de bosser avec eux. Et je voulais pas être Fred, je voulais pas être Omar. Je dis, mais je veux écrire pour eux, je veux faire, j'en sais rien. Et la vie a fait que la vie est bien faite. Parfois, c'est que voilà, j'ai cette chance de travailler aujourd'hui avec Fred. Et je pense que les choses ne viennent pas par hasard quand même parfois. C'est que je pense qu'il y a des choses que tu veux tellement dans ton inconscient, finalement, que tu mènes ta barque par rapport à ça. Et Fred faisait partie des gens, et c'est une des plus belles reconnaissances aujourd'hui pour moi, pas du métier au contraire, mais de la vie, mais c'est de dire mais merci, quoi. C'est de m'avoir mis quand même, de me faire rencontrer Fred sur le passage, qui est une merveilleuse personne en plus, qui, au même titre que Sylvain, m'a donné énormément et me donne toujours beaucoup, qui est d'une générosité immense. C'est rare. Ils sont trop rares, les gens comme ça, donc quand on les a, il faut évidemment les chérir. Et donc voilà, je pense que les choses n'arrivent quand même pas si par hasard que ça. Donc voilà, tu vois, j'ai pas envie d'être Fred, j'ai envie de travailler avec lui. Et dans ces moments qui comptent, tu l'as évidemment évoqué déjà tout à l'heure, après justement le décès de ton papa, ce moment où tu reçois de ta maman cette mallette dans laquelle se trouve ton dossier d'adoption, pas mal d'informations que tu vas justement aller un petit peu gratter pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que, sans faire la psychanalyse de comptoir, est-ce que c'est effectivement une deuxième naissance un peu pour toi ? Moi, je pense qu'il y a eu, ce que je raconte d'ailleurs dans mon spectacle, il y a deux naissances. La première, c'est ma naissance biologique, et la deuxième, c'est le jour où je suis arrivé en France. Le fait d'ouvrir cette mallette et d'avoir ces informations, ça n'a pas du tout été une naissance, ça a plutôt été un décès dans ma tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, tout a explosé. C'était un cataclysme total. J'ai appris des choses que j'ai vraiment... En fait, je m'en suis en plus voulu parce que toutes ces réponses, elles étaient pas si loin de moi, quoi. Et j'ai appris l'identité de ma mère biologique, son âge, mon histoire, comment j'étais arrivé à Jakarta, et en fait, la clinique, toutes les raisons pour lesquelles finalement ma mère était biologique était restée 1 mois et machin. J'ai son adresse, enfin, tu vois. C'était une somme d'informations qui fait, mais putain, quand d'un coup ton texte à trous commence à se remplir mis bout à bout et que les réponses que tu voulais, finalement, tu les voulais, enfin, plus tous les petits mouchoirs que tu avais mis toute ta vie, voilà, là, ça a explosé. Donc, en fait, quand je dis décès, c'est peut-être un peu too much, mais en tout cas, ouais, c'était un truc que je l'ai vécu comme un arrêt total. J'ai tout envoyé valser. J'en ai énormément voulu à mes parents à ce moment-là. Mon père qui n'était plus là, j'en ai voulu à ma mère de ne pas m'avoir donné cette mallette. Et en même temps, j'ai appris bien plus tard que voilà, ma mère, bon, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait pas de mallette pour elle, donc ça n'existait pas. Et puis elle a dit mais tu m'en parlais pas. Donc voilà, donc manque de communication aussi peut-être de ma part. Et puis non, puis elle me l'a raconté. Évidemment, ouais. ça n'est que sa version, ouais. Mais tout était en indonésien et que elle n'avait pas forcément fait traduire tout, et qu'elle n'avait pas forcément conscience qu'il y avait peut-être autant d'infos. Oui, non, mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou bonne raison. C'est que je pense que c'est le prisme de ma maman, c'est que, encore une fois, j'étais son fils, il n'y avait plus de dossier. Et que je pense que ce dossier-là n'existait pas dans sa tête. Et qu'elle n'avait pas forcément envie de remuer le truc. Et que je le comprends 1000 fois, mais c'est juste que, en tout cas, le jour où j'ai eu ça, ce qui pouvait être un moment léger, c'est-à-dire sur le moment, t'as trouvé la mallette de ton adoption, est devenu quelque chose de très 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 lourd à porter derrière. Et c'est là, à ce moment-là, où je te disais en préambule que j'ai pas toujours été heureux. Ça faisait évidemment partie de ce moment-là qui a été très down pour moi. Je pense que c'était limite un mal nécessaire aussi. Je pense que on a pu remplir justement ce texte à trous. Et que pour moi, bah évidemment, quand t'as des réponses qui arrivent à 30 ans et des poussières, tu peux pas les prendre comme si tu avais 10 ans, tu peux pas tu les accueilles d'une manière très particulière, et ça a été un peu très compliqué pour moi, ouais. De cet épisode naîtra également ton spectacle, ouais. Ton seul en scène Adopte-moi si tu peux, que tu as commencé à jouer en 2021, ouais. Et qui est encore dans ta vie aujourd'hui. Plus que jamais. On a eu cette chance de pouvoir se rôder au Théâtre Le Pic, là, qui est un magnifique théâtre dans le 9e, à Montmartre, pendant 2-3 mois. Et on a décidé aussi derrière on a vu ce qui allait moins bien, ce qui allait pas du tout. Et donc j'ai quasiment tout réécrit de ce spectacle. Et avec cette chance encore aujourd'hui de pouvoir aller le rôder en province maintenant, dans plein de villes. Voilà, on va vraiment essayer de le faire pendant une petite année, d'aller dans plein de villes, de le rôder, avoir une espèce de 100 dates. J'aimerais avoir 100 dates, tu vois, et de revenir à Paris, de le redéfendre dans une belle salle. Voilà, en tout cas, c'est ma mallette à moi aujourd'hui. C'est ma mallette à moi, avec ma manière de la raconter, de l'avoir accueillie, de l'avoir maintenant avec cette envie de transmission aussi. Moi, je pense que j'aurais aimé peut-être avoir quelqu'un
d'adopter ou pas d'adopter, mais qui me parle en tout cas du sujet d'identité, de l'abandon et de manière peut-être plus de la jeunesse, de l'adoption, mais plus globalement de l'identité. Et de ce sujet-là, et que gamin, pas moins gamin, ou même aujourd'hui, je pense que c'est... je me sens pas responsable. En vrai, je vais pas te faire des mots et des phrases à la con, genre je me sens responsable aujourd'hui de qui que ce soit, c'est pas vrai, je suis responsable juste de mes enfants et de ma femme, mais c'est juste après c'est juste qu'aujourd'hui je me dis que j'ai un peu ce devoir quand même de transmission. J'ai 40 ans, je me dis c'est peut-être le moment aussi de au-delà de raconter quelque chose pour des gens à qui ça pourrait servir, et de le faire en plus, si on peut le faire de manière parfois légère et drôle, et avec humour, on va pas s'en priver. Donc marrons-nous, la vie peut être aussi légère avec des sujets lourds, et voilà, amusons-nous quand même. On a justement interrogé 2 personnes qui ont assisté au spectacle. On écoute leur réaction. J'ai vu le spectacle de papa, et j'ai trouvé que c'était assez fin, et voilà. Balthazar, est-ce que tu as vu le spectacle de papa, et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah oui, je l'ai vu, et ce que j'en ai passé, c'est que j'étais émue. Et aussi, je savais que c'était mon papa tout craché. Mon bébé. Ouais, c'était trop troublant, la réaction de mes enfants. Mon aîné qui a 11 ans, Achille, lui, il voyait son père, ce héros, tu vois, sur scène. Il voyait l'histoire, mais surtout les lumières, les machins, les publics et tout ça. Et Balthazar, qui était beaucoup plus étonnamment dans l'écoute, à 8 ans. Et qui était un peu choqué et étonné de mon histoire. C'est marrant qu'ils disent c'était mon papa tout craché. Parce que finalement, c'est marrant, c'est très intéressant qu'ils disent ça. Toi, je le savais. Enfin, toi, c'est comme quoi, c'est magnifique. Il devait le savoir sans le savoir. Il devait savoir qu'il y avait quelque chose un peu pas facile en moi, et en même temps, rien ne l'a étonné. Mais sur le moment, c'est vrai que il paraît qu'il a quand même beaucoup pleuré pendant le spectacle, etc. Donc, c'était un peu évidemment c'était l'inverse de son frère, en tout cas, voilà. On disait tout à l'heure, les enfants, rien ne leur échappe et ils voient tout. Je pense que c'est un révélateur, je trouve. La fin le retour qu'ils ont eu sur ce spectacle, c'est que dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils me connaissaient très bien, et que ça sert à rien de se mettre en tête de dire il faut que je leur dise la vérité, rien que la vérité, parce que de toute façon, de base, ils l'ont. Et donc, c'est magnifique. Malgré tout, comment on gère justement la paternité, ce sujet, avec ses propres enfants? C'est délicat. Comment ça s'est passé? C'est très délicat. C'est très délicat parce qu'au tout début, moi, très jeune, j'ai voulu avoir des enfants. Très, 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 très jeune. Et parce que je me suis dit, c'est la manière de construire ma propre famille, ma propre identité. Et puis, quand tes enfants arrivent, t'es submergé par des émotions et tu dis, putain, je vais pas être à la hauteur. Ça va pas le faire. Je peux pas t'expliquer physiquement ce qui se passe, mais t'as un truc ça va pas, comme si t'as du mal un peu à respirer. Et limite, ça va pas le faire. Je vais pas être à la hauteur du tout, voilà. Il y a un deuxième élément de réponse, c'est que quand t'as un enfant adopté, t'as une peur viscérale de leur insuffler un truc qui est l'abandon. Et donc tu redoutes, on en parle dans le spectacle, tu redoutes ce moment où il te pose évidemment la question, pourquoi papa, t'as pas la même gueule que ta grand-mère, enfin que notre grand-mère. Et là tu bugs. Là, tu bugs sévère parce que tu fais ce que je dis dans le spectacle, tu prends ton courage à deux mains, tu fais un homme courageux, responsable ferait, et tu laisses faire ta femme. Voilà, c'est vraiment, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Tu laisses faire ta femme. Tu sais pas comment faire, putain, voilà. Et donc, c'est hyper dur d'être parent, c'est hyper dur d'être père, et je pense honnêtement qu'en plus quand tu te mets dans la besace un sujet d'abandon dans la tête, un sujet d'identité où tu as envie que la vie de tes enfants soit l'inverse de ce que toi tu as pu vivre dans certains moments, sachant que de toute façon ça sert à rien parce que tu n'y arriveras pas, parce que c'est leur vie et que tu fais pas des enfants pour toi, mais que tu te mets une pression, putain, mais jour 1, mais monstrueuse. Voilà, moi c'était... aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a une relation magnifique avec mes fils. On a une très très belle relation et c'est extraordinaire. Pour autant, dès le début, ça a été compliqué parce que je me suis mis une pression mais immense sur les épaules. Parce que peut-être j'avais envie d'être le meilleur père du monde et en fait, je me suis très vite rendu compte que je le serais pas. Tout simplement parce que c'est normal, c'est complètement con de se dire ça. Mais voilà, tu te mets un truc de limite de challenge, de défi. Je pense contre mon père en disant, vous allez voir, moi mon père, dans ma tête, je me dis, mon père c'était pas ça, mais moi je vais être ça. Et en fait, tu te rends compte que voilà, c'est là tu te baisses un peu plus humble dans la démarche en disant non, on va déjà essayer d'être le père qu'on est. Et voilà, donc oui, compliqué. Déjà d'être père, pour répondre à ta question, et compliqué d'être père quand tu as été adopté. Voilà, je pense aussi que c'est plein de conflits internes qui se passent.
Et surtout, c'est cette peur viscérale de dire, mais il faut surtout jamais, au grand jamais, qu'ils aient cette trouille de l'abandon. Voilà. Et ça, tu peux malheureusement pas le maîtriser. Non, l'enfant a malgré tout bien grandi. Hein, tu viens d'avoir 40 ans. Tu as déjà exercé plein de métiers. Tu as déjà bien rempli quand même pas mal de cases sur ton parcours. Alors, où seras-tu dans 10 ans avant de t'écouter, voici un petit élément de réponse. Rien ne me surprendrait de sa part. Il pourrait faire plus que ça, être acteur jusqu'à 95 ans sur les planches, ça me surprendrait pas. Il pourrait faire partie de la première colonie qui part sur Mars, ça me surprendrait pas non plus. Le premier chanteur à chanter sur Mars ou le premier acteur à jouer une pièce sur Mars. Je sais pas, il y a toujours une part d'imprévu. Et je pense qu'il en a besoin. Ça lui permet les nouveaux départs, les nouveaux défis. Ça lui permet de se prouver qu'il est vivant, qu'il est capable, qu'il est pas qu'une chose. Et peut-être qu'on l'a tellement mis dans une case petit parce que justement l'Indonésien extraterrestre dans un monde de blancs, il a tout fait pour pas rester dans cette case-là et que du coup il est capable de rentrer dans n'importe quelle case en fait, de se transformer en carré, en rond, en triangle. C'est vraiment quand il en a envie et ce dont il a envie qu'il pousse quoi, quelle que soit la direction. Il a tout dit. Je pense que le monde est vaste et que je pense que j'ai trop longtemps souffert d'être d'une petite case. Et donc cette envie justement de bouffer et de me nourrir de part et d'autre. Je pense que je suis un boulimique de projets et d'envie. Et donc ça c'est ce qui d'ailleurs me rend heureux pour revenir à ta première question. Et puis parce que je pense que c'est exactement ce qu'il dit aussi. Je pense que j'ai un besoin viscéral de me sentir vivant. Je le dis souvent, c'est un peu glauque, mais c'est vrai que Jean-Paul Rouve, dans de mes sketchs, le dit. c'est ça choque tout le monde, mais toi, t'es adopté aujourd'hui. Aujourd'hui, ta vie n'est que bonus. C'est ce qu'il dit. Et c'est très vrai. C'est que quand, en fait, moi, j'ai vécu, je me dis, en fait, tu parlais de culpabilité, mais c'est bien au-delà de ça. C'est que l'impression qu'en fait, t'aurais dû être mort. Et donc, en fait, de là où t'étais, dans ton orphelinat, etc. Et que tu dis, aujourd'hui, maintenant, toute la vie n'est que bonus. Alors, j'ai un peu pondéré, c'est un peu plus nuancé aujourd'hui, évidemment. Je pense pas que la vie ne soit que bonus pour moi. Je pense que c'est moi qui ai embrassé la vie, mais je pense qu'au fond de moi, il y a quand même un truc de dire, tout ce que tu vis aujourd'hui, faut que tu les fasses x10 pour te sentir quand même vivant. Parce que tu peux vite ressombrer un peu dans un truc de ta vie de petit orphelin. En fait, je pense que j'ai une peur viscérale comme si un jour j'allais être rattrapé par cet orphelinat et que j'allais me retrouver en position fœtus à pleurer longtemps et à pas avoir à manger. Donc je pense que c'est ça. Transformé la culpabilité, tu l'as renversée. Exactement. Donc me sentir vivant et me nourrir, je pense que c'est un truc voilà. Et heureusement j'ai une structure autour de moi qui me le permet avec deux magnifiques enfants qu'on vient d'entendre. On arrive à la dernière question d'Allons enfants. Qu'aurais-tu justement envie de dire à ce petit Bertrand, âgé d'une dizaine d'années, ou à Elianto, tiens, qui sait, s'il était là maintenant face à toi? Je voudrais lui dire, tout simplement, t'aurais dû simplement être toi-même dès le début. Et c'est un conseil qui est le plus dur au monde à s'appliquer, même aujourd'hui, même pour tous. On peut se le dire à n'importe quel âge, c'est sois toi-même. Tout le monde te dira, mais putain, mais je suis qui? Et voilà. Et sois toi-même, je me dis, voilà, on m'aurait dit ça à 10 ans, on m'aurait dit ça à 5 ans, j'aurais peut-être bugué. Mais à force de me le dire, je pense qu'à un moment, j'aurais décidé de le faire. Voilà. Je pense que c'est encore une fois, l'adoption, c'est un sujet, voilà, mais je pense qu'encore une fois, c'est pas tant d'être adopté. C'est pas tant avoir été abandonné. C'est la question, à un moment, doit se poser dans sa vie. C'est quel enfant, quel adulte, quel homme, quelle femme j'ai envie d'être. Et je crois que c'est d'où on vienne, que ce soit de Jakarta, de Paris, d'Oreille-Malmaison, c'est la question, c'est le seul devoir qu'on a envers soi-même, c'est de se dire qui j'ai envie d'être. Voilà, donc c'est la question le conseil, en tout ça, ou ce que je dirais au petit Bertrand, à Lianto, c'est trouve-toi vite, mon vieux. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Romain. Merci. C'était un super moment, et forcément, on peut finir comme ça. On t'aime, papa. Moi aussi, je les aime. Merci beaucoup, Romain. Merci infiniment. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.